Bonjour Cyril Richard, Bonjour. merci d'avoir accepté donc cette interview qu'on s'est proposée. Je crois que c'est vous qui me l'avez proposée Oui, sur tout à Twitter. fait. Effectivement, suite à un tweet sur l'impact chez l'enfant d'un certain nombre de facteurs de stress et sur le développement de l'intelligence, du cerveau, etc., du bien-être de l'enfant suite aux facteurs de stress. Et donc, je vais vous demander de vous présenter et puis de nous dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. D'accord. Bah, merci déjà pour d'avoir accepté l'entretien. Alors, donc, je suis Cyril Richard, je suis psychologue. J'ai une spécialité également en neuropsychologie et puis en thérapie cognitive et comportementale. Je travaille à la fois dans un centre hospitalier spécialisé en Bourgogne et puis également dans un foyer de vie qui accueille des personnes avec un handicap, plus précisément soit un handicap psychique, soit une déficience intellectuelle. Mhm. Donc voilà. D'accord. Donc j'interviens à la fois auprès d'adultes, on va dire tout venant, mais également d'adultes en situation de handicap. Ok, alors racontez-moi un petit peu comment vous avez souhaité réagir à ce post, cette étude que j'ai relayée sur Twitter. Racontez-moi un petit peu. D'accord. Alors, en fait, oui, c'était une réaction un peu par rapport à cet article pouvant induire que, des maltraitances subies dans l'enfance, alors, avaient un impact sur le développement cognitif de la personne, mais qui pouvait avoir un impact qui serait «positif» entre guillemets. Avec cette idée de, bah, finalement, beaucoup d'enfants ou d'anciens enfants maltraités semblent avoir une intelligence qui est dans la norme, voire des fois au-dessus, de la norme. Alors, voilà, donc je remets pas en cause le panel, de personnes qu'ils ont, sélectionné pour leur étude et tout ça, d'accord? Il y a des exceptions qui confirment la règle. Le souci est que, si on regarde la littérature scientifique, on a beaucoup, beaucoup plus d'études allant dans le sens inverse, c'est-à-dire que des maltraitances ou des négligences, hein, ce qui n'est pas nécessaire que ce soit forcément des maltraitances physiques ou psychologiques actives, hein, ça peut être juste de la négligence, ont plutôt un impact délétère à la fois sur le développement cognitif, mais aussi sur le développement plus affectif et également sur l'adaptation sociale, mais même des répercussions au niveau neurologique qui peuvent se retrouver et chez les enfants, mais également chez les adultes après plusieurs années. Voilà. Alors dessus, du coup, j'ai refait une petite recherche derrière parce que ça, si vous voulez, c'était quelque chose que j'avais déjà travaillé dans un de mes livres, qui est sorti en 2018 chez Deboc, qui est, «Déficience intellectuelle de la compréhension à la remédiation», et donc du coup, je parlais justement de ce problème-là, des maltraitances sur l'impact négatif que ça pouvait avoir sur le développement intellectuel. Mais là, j'ai refait une recherche juste en ciblant les articles 2020 et globalement, quasiment tous les articles que j'ai retrouvés indiquaient cela, le fait qu'en faisant des imageries cérébrales, que ce soit chez des enfants victimes de maltraitance ou chez des adultes qui étaient d'anciens enfants victimes de maltraitance, on retrouvait toujours à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire souvent un volume au niveau du cerveau qui était moindre que ce qu'on attend d'une personne à âge égal, mais également des impacts au niveau notamment de tout ce qui est aire préfrontale. Alors pour resituer, en fait, tout ce qui est le lobe frontal et même les aires préfrontales, c'est ce qui est essentiel pour nous pour contrôler notre comportement, mais également pour pouvoir mener des réflexions qui soient élaborées, parce que c'est une des grandes aires qui vont gérer tout ce qui est fonction exécutive. Voilà. Donc, globalement, on a beaucoup plus de littérature et même quand on regarde les personnes qu'on peut prendre en charge, on a beaucoup plus d'éléments qui nous permettent de penser que des maltraitances ou des négligences ont un effet délétère sur les personnes. Oui, tout à fait. Alors après, ça dépend vraiment de la méthodologie que vous Mmh. utilisez aussi, parce qu'il y a quand même un énorme biais méthodologique dans ce type d'études. C'est que d'abord, très souvent, c'est des études rétrospectives, Mmh. avec un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres confondants qu'il est extrêmement difficile de contrôler, parce que finalement, les paramètres dont vous parlez, notamment les volumes cérébraux, etc., c'est des choses qui sont influencées par un nombre considérable de facteurs, considérable. Mmh. Si vous voulez, on n'est pas sur quelque chose d'hyper précis, on est sur de très général et Oui. qui a de multiples facteurs pouvant influencer dans le positif ou dans le négatif l'évolution de ces, par exemple, de ces aires cérébrales. Et donc, c'est sûr que c'est très, très, très compliqué de faire un lien direct de cause à effet entre des facteurs de stress, quels qu'ils soient, et l'impact neurobiologique. Par contre, de manière générale, effectivement, vous avez parfaitement raison, la littérature scientifique, elle va clairement dans le sens d'un impact négatif sur le psychisme des gens, des facteurs de stress et Mmh. effectivement des violences. Et idem, effectivement, sur le développement cognitif. Alors, donc, ça, c'est une généralité. Je pense que le volume, la variété
des méthodologies, le nombre d'études qui vont tous dans ce sens-là, plus le rationnel scientifique qu'il y a derrière, notamment, il faut comprendre que les stress en général, il y a plusieurs voies de stress dans le corps, mais il y en a une qui est extrêmement importante, c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire, avec un impact sur les glandes surrénales, sur la production de cortisol. Et effectivement, cette voie majeure du stress, on sait que quand on la stimule de trop, de manière répétée, etc., c'est de façon extrêmement mauvais pour à peu près tout dans le corps et en particulier pour le cerveau. Donc, je pense qu'effectivement, là-dessus, on est tous d'accord pour dire que il vaut mieux éviter les stress. Il vaut mieux éviter les stress en général. Il vaut mieux éviter les stress en particulier dans l'enfance. Il vaut mieux éviter les stress en particulier dans l'enfance quand ils sont particulièrement violents et intenses. Ça, on est parfaitement d'accord là-dessus. Après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que tout le monde ne va pas réagir de la même manière aux facteurs de stress en question, donc d'une part. D'autre part, comment dirais-je, encore une fois, il y a vraiment des biais qui posent problème, notamment, par exemple, pour parler de l'impact sur le QI. Admettons, parler de l'impact sur le QI, on va prendre un domaine particulier, donc on va oublier les aires cérébrales, on va parler vraiment de l'impact sur le QI. Le QI, c'est un truc vraiment compliqué. Oui, tout en sachant que ça ne suffit pas pour déterminer l'intelligence d'une personne non plus. Mais bon, voilà, on continue. C'est plus que ça suffit pas. C'est que c'est même pas tout à fait ça qu'on mesure, et même quand on le mesure, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on mesure. J'invite les personnes qui regardent la vidéo à regarder la vidéo que j'ai postée juste avant celle-ci. Qui est une conférence sur l'intelligence que j'ai faite à Rouen récemment, où je présente un petit peu, et vous savez qu'il y a une polémique, vous êtes bien passé pour le savoir, vous êtes neuropsychologue, il y a une polémique entre ceux qui disent que les gens avec un QI élevé ont plus de troubles psychiatriques et d'autres qui disent mais non, pas du tout, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la littérature de chaque camp et de se rendre compte qu'elle est biaisée dans chaque camp. Ouais. Elle est biaisée dans chaque camp. Et donc, pour revenir juste à ce que je vous disais, si on prend la question du QI, de l'impact sur le QI des facteurs de stress dans l'enfance, et qu'on élimine un certain nombre de facteurs confondants, de biais, je pense que ça va vraiment énormément dépendre du moment du facteur de stress. Voilà. C'est sûr que plus il est tôt, plus c'est problématique, parce que plus il est tôt, plus il va avoir un impact important psychiquement, et donc cet impact psychique lui-même va ralentir le développement normal de l'enfant. Donc ça, je pense que voilà. Et il y a aussi une histoire d'intensité. Donc si vous voulez faire des études pour contrôler le QI, quel est l'impact chez l'enfant du QI suite à des facteurs de stress, pour vraiment avoir une étude bien ficelée, ce serait un bazar terrible, quoi. Ouais. Un bazar terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors après, moi, effectivement, je suis d'accord sur ça. C'est-à-dire que c'est très compliqué, d'autant plus que ce type d'études-là, comme vous dites, c'est le problème du fait qu'on le fait rétrospectivement. C'est-à-dire que finalement, on part avec un public qui a déjà, en fait, un peu les problématiques qu'on cherche à évaluer. Et évidemment, si on voulait vraiment faire une étude sans biais, sans rien, il faudrait pratiquement partir avec 100 enfants. Je dis 100, mais ça pourrait être plus, hein, je veux dire, dès la naissance, et ensuite les suivre sur des années et des années pour voir ce qui se passe. Et ça, clairement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. De toute façon, à partir du moment où on observe une personne, on n'est déjà plus on est déjà plus dans quelque chose de naturel, donc automatiquement, on induit déjà un biais quelque part. Oui, bien sûr, mais alors après, ce biais-là, il peut être contrôlé par le fait qu'on contrôle tout le monde. C'est-à-dire que, de toute façon, si on fait une étude prospective, et c'est faisable, hein, mais c'est pas simple, si on fait une étude prospective avec 100 personnes dans chaque bras, de toute façon, elles auront toutes le même niveau d'investissement des professionnels, les mêmes questionnements, la même méthode. Donc, à la limite, ce biais-là, il sera annulé par le fait que ceux qui auront, tout comme ceux qui n'auront pas de facteurs de stress et voilà, de toute façon, ils seront suivis de la même manière. Donc, à la limite, ce biais-là, c'est pas le plus problématique. Alors après, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est quel serait fondamentalement l'intérêt de mettre en place une énorme méthodologie pour montrer quelque chose qui semble quand même être relativement évident avec ce qu'on a déjà comme information, d'une part, même si c'est des informations statistiques, non. Encore une fois, je le dis tout le temps sur la chaîne, hein, il faut bien différencier ce qui est une association statistique de ce qui est une causalité. Hein. Les études dont on parle depuis tout à l'heure, ce n'est pas du tout des études de causalité, c'est des études d'association statistique, c'est-à-dire qu'on prend deux groupes qui diffèrent par le moins de choses possible et on essaie de voir si tel facteur a un impact plus ou moins important en fonction du groupe. Et ça ne permet
que de montrer des associations statistiques et en aucun cas de montrer une causalité, de dire que c'est à cause de ça qu'on a ça. Alors, plus l'étude est élaborée, plus elle essaie d'éliminer les biais, plus la suspicion de causalité sera élevée, ça c'est évident, mais ça ne permettra jamais une causalité. Donc le truc qu'on a, c'est qu'on a quand même beaucoup d'études non causales, d'associations qui disent que quand il nous arrive des choses moches dans la vie, c'est pas bien pour le développement de notre cerveau. Bon, c'est une lapalissade, mais il faut le montrer. Donc c'est montré. Tout à fait. Et on a aussi à côté des études qui nous expliquent comment les trucs moches qui nous arrivent dans la vie ont un impact négatif sur notre cerveau. Donc, on a quand même déjà, effectivement, des raisons assez légitimes et assez solides de croire que vous avez parfaitement raison et que mieux vaut avoir une vie sans facteur de stress pour développer parfaitement son cerveau. Ouais. Après, moi, j'ajouterais sur le côté là purement du coup psychologique, c'est-à-dire qu'on parle. Alors, effectivement, il y a le QI. Alors, le QI qui peut être très critiquable dans le sens où finalement, ça n'évalue qu'une partie de l'intelligence humaine. Et il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, et j'ai le sentiment qui est beaucoup oublié aussi sur la plupart des études, c'est finalement l'impact que ça peut avoir sur le comportement adaptatif. Parce que l'intelligence, c'est aussi la capacité de s'adapter finalement à son environnement. Bien sûr. Et peut-être aussi qu'il y a certaines études qui confondent un petit peu impact positif, entre guillemets, sur le développement avec le fait que finalement la personne est peut-être suradaptée à un environnement qui est complètement défaillant et que c'est ça qui est confondu avec ce qui serait de l'intelligence, alors que finalement ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Tout comme on peut très facilement aussi confondre une personne en disant bah voilà, celle-là elle est plutôt déficiente, ainsi de suite, alors qu'en réalité c'est pas un problème intellectuel, c'est un problème d'adaptation du comportement, vous voyez? Oui, tout à fait. Et ça c'est extrêmement. Ça aussi, on en parle beaucoup. C'est intéressant que vous en parliez parce que sur la chaîne YouTube, on en parle beaucoup. C'est-à-dire que effectivement, le contexte, l'environnement joue énormément sur votre capacité, en fonction de ce que vous êtes, en fonction de vos particularités à vous, sur votre aisance dans un environnement donné. C'est-à-dire qu'un même enfant dans un environnement X va être parfaitement épanoui, parfaitement adapté, va même surperformer, et dans un environnement Y, qui peut ne pas être hyper différent, il va avoir des grandes difficultés d'adaptation, etc. Donc vous avez parfaitement raison, l'environnement, c'est un facteur à prendre en compte dans l'évaluation de nos patients. Et le cas classique, encore une fois, c'est toujours le TDAH. Le TDAH, c'est la caricature de ça. C'est-à-dire que, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, ça va être un désavantage majeur, mais ça peut aussi être un avantage majeur dans d'autres circonstances. Donc, et l'intelligence, alors ça, c'est un terme vraiment compliqué parce que, j'en parle un peu dans la conférence, même si on considère à juste titre que l'intelligence c'est bien autre chose que le QI, peut-être que le QI, les tests qui mesurent ce qu'on appelle le quotient intellectuel sont relativement pertinents pour mesurer une partie de l'intelligence, mais effectivement pas tout. Mais même si on se dit, allez, on va essayer de définir ce qu'est toute l'intelligence, vous avez parfaitement raison, l'intelligence où, quand, comment. C'est quoi l'intelligence? Quand, où? Ouais, et c'est un processus évolutif aussi. Évidemment. Donc, alors après, sinon, on commence à rentrer dans des considérations qui rendent l'évaluation extrêmement complexe, qui est de dire, bah voilà, je vais prendre en paramètre supplémentaire au test de QI actuel la capacité d'adaptation dans X et Y environnement. Bon, donc ça, certains vont vous dire, bah oui, mais on a des tests de flexibilité mentale, etc. Mais non, la flexibilité mentale, ça mesure qu'une toute petite partie des capacités d'adaptation microscopiques. Voyez, donc, voilà, c'est effectivement très, très compliqué ce sujet de l'intelligence. Et donc, ça rend encore plus compliqué les études sur quel est l'impact des facteurs de stress sur l'intelligence. Alors, du coup, effectivement, les études souvent se contentent de dire quel est l'impact des facteurs de stress sur le QI, qui est un domaine, parce que voilà, ça a déjà été, c'est un outil qui est standardisé et qui est pratique pour ça, effectivement. Oui. Après, il y a aussi une autre chose, et je pense que c'est important aussi de le préciser, c'est un peu la question finalement de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire que là, depuis le départ, on parle beaucoup de l'impact que peuvent avoir un stress aigu, des négligences, des maltraitances sur le développement de l'intelligence, mais il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire des enfants qui ont par exemple une déficience intellectuelle ou un
handicap, peu importe la gravité du handicap en question, on voit que malheureusement, ils sont beaucoup plus souvent victimes également de négligence et de maltraitance, que ce soit parce que leur environnement n'arrive pas à s'adapter à leurs besoins spécifiques, parce qu'il le comprend pas, parce que il peut y avoir aussi un phénomène malheureusement de rejet. Bien sûr. Mais il y a aussi le fait qu'on est dans une société qui n'est pas toujours prête à accueillir des personnes avec des besoins très spécifiques. Et donc malheureusement, c'est ce que je disais au départ, nous sommes un peu dans ce phénomène finalement de l'œuf ou de la poule, c'est-à-dire est-ce que ce sont les négligences ou cette inadaptation sociale qui fait que la personne malheureusement ne peut pas épanouir ses capacités intellectuelles, ou est-ce que c'est malheureusement à cause de ces capacités intellectuelles qui sont légèrement ou plus gravement déficitaires que du coup elle subit cette négligence et cette maltraitance de la part de son environnement. Et là du coup c'est un peu un cercle sans fin, parce qu'il y a certainement des deux, c'est-à-dire qu'il y a probablement et d'un côté des besoins spécifiques non reconnus, une société qui n'est pas forcément prête à inclure et à s'adapter, mais il y a aussi probablement derrière ou peut-être même en amont, des phénomènes de maltraitance ou de négligence qui ont provoqué eux-mêmes ou qui ont aggravé ce déficit qui était là au début. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la part sociale du handicap. C'est-à-dire que effectivement, la médecine, elle est biopsychosociale. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la biologie, à la génétique, à plein de choses très, très biologiques, très, très matérielles. Voilà. Psycho, qui est aussi une part matérielle, mais dont l'expression n'est pas forcément uniquement matérielle. Alors certains appellent ça l'âme, à mon avis à tort. Enfin, au moins le mot âme fait comprendre à tout le monde ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que le psycho, ça a un substrat biologique, évidemment, mais enfin, c'est pas... Voilà, il y a une expression qui est un peu au-delà de la biologie. Et puis social, c'est justement l'impact de l'environnement sur la biologie, sur le psychologique, mais aussi l'impact de la biologie sur l'environnement. C'est-à-dire que c'est cette fameuse interaction que nous, on appelle gène-environnement, même si elle ne se résume pas qu'au gène. On pourrait dire biopsycho-environnement. Elle est dans les deux sens, effectivement. Oui. Et vous avez raison, les statistiques montrent que les personnes avec un handicap important sont beaucoup plus fréquemment victimes de violences, quelles qu'elles soient, que les personnes qui ne souffrent pas de handicap. Et effectivement, ça vient majorer une symptomatologie qui, en général, existait déjà. Mais effectivement, vous avez aussi raison de dire que parfois, en tout cas, encore une fois, je vais prendre l'exemple du TDAH parce que c'est vraiment le plus simple. Parfois, le handicap, il est entièrement généré par l'environnement. Et typiquement, c'est vraiment le cas du TDAH. On a un nombre très important de gens qui souffrent vraiment beaucoup, qui remplissent parfaitement les critères, avec un impact extrêmement important sur leur qualité de vie. Des gens qui souffrent vraiment d'un TDAH, qui dans un autre environnement qui a existé pendant des centaines de milliers d'années dans l'espèce humaine, d'accord, ou qui existe encore dans plein d'autres pays du monde, et qui dans un environnement qui existe encore dans certains pays, ou qui a existé dans le nôtre pendant des centaines de milliers d'années, s'il n'y avait pas de pays à l'époque, mais enfin, en tout cas sur notre territoire, sur notre zone géographique, eh bien, dans ces environnements-là, ces mêmes personnes qui souffrent énormément ne souffriraient pas du tout, même pas un peu. Vous voyez ? Et donc, effectivement, là, l'environnement a un impact considérable, représente une violence importante faite à l'individu qui va en souffrir, et qui va en souffrir pas qu'un peu. Qu'un peu. C'est valable également pour certains troubles psychiatriques. C'est peut-être pas anodin non plus qu'on retrouve davantage de troubles, par exemple bipolaires, dans certains milieux professionnels que dans d'autres. C'est peut-être aussi que parce qu'à un certain moment, jusqu'à un certain point, ça peut être finalement presque un atout d'avoir ces fameuses variations qui sont là, ou alors en tout cas, ces variations s'adaptent davantage à l'environnement. Je pense notamment au milieu artistique. On a énormément d'artistes qui souffrent de troubles bipolaires. Le fait est que pendant qu'ils sont en phase alors hypomaniaque, voire des fois maniaque, ça peut être très bien toléré par l'environnement, surtout si vous êtes dans des endroits où vous avez où vous êtes en tournage quasiment pendant 24 heures et où vous ne devez pas montrer le moindre signe de faiblesse. Alors après, évidemment, il y a le retour derrière où ils peuvent enchaîner ensuite sur des périodes très très longues de dépression, et où là, on ne les verra pas, et où on les sollicitera à partir du moment où ils sont à nouveau dans cette phase qui remonte un peu en hypomanie, et ainsi de suite, jusqu'à ce que malheureusement, il arrive à un point de craquage, de rupture, où là, l'environnement ne peut plus tolérer les variations qui sont soit devenues trop importantes, soit qui ne correspondent plus au rythme de travail, et là, à ce moment-là, ils sont malheureusement rejetés. Mais il n'empêche qu'il y a toute une phase où le trouble s'adapte, ou en tout cas, l'environnement s'adapte au trouble.
Voilà. C'est-à-dire qu'on peut voir ça comme ça, c'est-à-dire que c'est cette notion de neurodiversité que vous introduisez et d'intensité de la symptomatologie, c'est-à-dire que c'est deux notions fondamentales en psychiatrie. D'abord, un trouble, c'est pas 0 ou 1, il y a une infinité d'intensité du trouble en lui-même et de chaque symptôme à l'intérieur du trouble, d'accord. Donc ça, c'est une notion de progressivité, c'est-à-dire qu'un trouble bipolaire relativement léger peut être un avantage toute sa vie au point de ne pas être un trouble bipolaire. C'est-à-dire que, encore une fois, en psychiatrie, on parle de trouble quand il y a un problème. C'est ça. D'accord. Et une symptomatologie identique peut être un trouble dans un environnement et pas, donc un trouble bipolaire dans un environnement et pas un trouble bipolaire dans un autre environnement. Même si le trouble bipolaire, c'est pas le meilleur cas, mais effectivement, c'est quand même intéressant et ça arrive. Donc ça, c'est une histoire d'intensité. Et puis ensuite, effectivement, il y a des histoires de dans quel environnement évoluent les symptômes. Et effectivement, dans certains environnements, ces symptômes ne seront pas pathologiques et ça ne constituera peut-être même pas un trouble. Vous avez parfaitement raison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est même pas forcément l'environnement qui s'adapte aux symptômes. C'est-à-dire que parfois, l'environnement, pour l'environnement, c'est même pas un symptôme. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça correspond à ses attentes, en fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est même pas un symptôme, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'adaptation nécessaire. C'est au contraire exactement ce qu'il faut. D'accord ? On peut prendre un autre exemple un peu moins entre guillemets grave que le trouble bipolaire, même si le mot grave n'est pas le bon terme, mais un petit peu moins spectaculaire. Je ne sais pas comment dire. Je me trompe dans les termes, et je m'en excuse. Mais par exemple, des gens avec voilà. Enfin, en tout cas, prenons par exemple quelqu'un qui a un trouble anxieux sur un mode un petit peu obsessionnel. Eh bien, s'il est expert comptable, ben voilà, dans sa vie professionnelle, ça ne sera pas handicapant. Alors, ça peut être handicapant dans sa vie personnelle. Hein, donc, chez la même personne, son côté obsessionnel peut être un avantage. Là, on ne parle pas de TOC, hein, mais vraiment juste un trouble obsessionnel peut être un avantage dans sa profession et peut être un désavantage dans sa vie privée. Ou peut-être même être un avantage dans les deux si, en fonction de la personne avec qui il vit, en fonction de son environnement, eh bien, il y a des attentes qui sont finalement comblées par un peu d'obsessionnalité, voire même beaucoup d'obsessionnalité. Donc ça, c'est aussi un exemple. Autre exemple d'une manière d'exprimer son trouble anxieux, vous avez des anxieux qui sont très histrioniques, très volubile, pardon ? Ce côté très théâtral, très spectaculaire. Vous avez des gens comme ça qui supportent pas de s'exposer eux et qui s'inventent des personnages et finalement pour que tout le monde voit tout sauf eux-mêmes. Hein, ça c'est un des éléments qui peut amener à ce qu'on appelait avant l'histrionisme, même si le terme heureusement n'est plus trop utilisé. Eh bien, dans certains milieux, dans les milieux artistiques par exemple, ça peut être formidable. C'est recherché, c'est valorisé. Ce sera même l'inverse d'un symptôme, ce sera une valeur ajoutée. Oui. Voilà, donc vous avez parfaitement raison de parler de cette neurodiversité qui, en fonction de là où elle s'exprime, rencontre soit une difficulté, soit au contraire un avantage. Là, du coup, ça pourrait nous emmener encore très très loin sur finalement les personnalités, les troubles de la personnalité. À quel moment peuvent-ils aussi être un atout, mais à quel moment aussi peuvent-ils être complètement rejetés ? Après, pour revenir un petit peu à notre sujet de base, qui oui, vous avez raison. Finalement de l'accompagnement un peu des enfants dans des situations complexes, je pense qu'il y a certains points sur lesquels on ne pourra pas avoir sur lesquels on ne pourra que être d'accord. C'est-à-dire, par exemple, des maltraitances importantes qui peuvent entraîner malheureusement des symptômes et des syndromes très invalidants. Je pense notamment à tout ce qui est Silverman-Tardieu, tout ce qui est autour des bébés secoués, tout ça. Je pense qu'on ne pourra pas tellement avoir de débat sur le fait que oui, c'est des maltraitances qui sont graves et qui ont un impact délétère sur le développement futur. Déjà parce qu'on se retrouve sur un cerveau qui malheureusement va être massivement lésé du fait des maltraitances et qui du coup vont induire le fait que nous avons un développement qui sera aussi déficitaire du fait que le cerveau aura été lésé très très tôt. Après, il y a aussi une autre chose qui est importante et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler forcément auparavant parce que je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de regarder la vidéo sur l'intelligence. C'est qu'il y a aussi tout le côté en fait autour de l'attachement. C'est-à-dire qu'on sait aussi qu'en fonction de la qualité de l'attachement qu'on aura eu enfant, il va y avoir un impact après sur comment on va se développer et en tant que personne au niveau de la personnalité, mais également au niveau du comportement. Et ça peut aussi avoir un impact après sur la façon dont on va interagir avec le monde. Alors, pas forcément un impact direct sur l'intelligence en tant que telle, mais en tout cas sur notre capacité d'adaptation
qui quelque part peut être aussi une forme d'intelligence. Oui, tout à fait. Alors, vous parlez d'attachement, moi, c'est des concepts que moi, je n'utilise pas, le concept d'attachement, l'attachement sécure, l'attachement insécure, c'est des concepts que je n'utilise pas, c'est des concepts empruntés à la psychanalyse pour le coup, mais effectivement, le tempérament anxieux, parce que, on va dire biologiquement parlant, effectivement, cette notion du tempérament anxieux est en train vraiment d'émerger depuis plusieurs années, c'est-à-dire que ce n'est pas un trouble anxieux, c'est vraiment une propension d'un individu par rapport à la moyenne des gens à être plus sujet au doute, à l'inquiétude, à la préoccupation. On a des études qui sont assez intéressantes sur le tempérament anxieux. J'ai fait, je crois, peut-être 2 vidéos là-dessus, sur des articles, je crois qu'il y en avait un qui était d'ailleurs publié dans Nature, sur le tempérament anxieux. Donc effectivement, ce tempérament-là va venir rencontrer un environnement familial plus ou moins rassurant, plus ou moins adapté, et il va évoluer ou pas vers des difficultés sur la confiance en soi, par exemple, qui vont effectivement, la confiance en soi, c'est quand même quelque chose qui ensuite, dans le rapport au monde, même dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, va avoir un impact considérable sur la qualité de vie des gens et sur le développement des gens, ça c'est sûr. Voilà. Donc en fin de compte, nous avons beaucoup de choses à explorer. Tout dépend encore une fois de le concept et qu'est-ce qu'on met derrière l'intelligence finalement. Tout à fait. Alors je rajouterais moi juste avant de vous laisser, parce que ça fait déjà une demi-heure et ça va être un peu long sinon pour les internautes, il y a des choses, je vous invite à aller regarder la chaîne pour les personnes qui regardent cette vidéo, si vous voulez en comprendre plus sur notamment la transmission des stress. Il y a pas mal d'études qui sortent et qui sont déjà sorties sur comment par exemple il y a une composante héréditaire, génétique, comment le stress se passe entre guillemets de génération, comment un facteur de stress qui a impacté un individu, et bien comment cet impact, pas le stress en lui-même, pas l'événement lui-même évidemment, mais l'impact de l'événement va être transmis par exemple de la mère à l'enfant biologiquement. Donc ça, il y a pas mal d'études là-dessus, j'ai fait des vidéos là-dessus et il y a pas mal d'articles là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot de ça ou pas. Alors du coup, pour celle-ci, alors pas forcément parce que je pense que voilà, vous avez déjà bien exploré. Après, je dirais juste, il y a quelques études récentes, alors au niveau plus du développement de l'enfant, sur comment un environnement après, entre guillemets, plus enrichissant peut avoir un impact ou pas sur le développement après que l'enfant ait subi des négligences ou des maltraitances. Il y a pas mal de choses aussi qui sont faites là-dessus. Tout à fait. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour cette intervention. C'était vraiment un plaisir. Oui, et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt, j'espère. Tout à fait. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.